Je m'appelle Aloïs Vimard, je suis le coordinateur de projet de Médecins sans frontières à bord donc, du bateau Aquarius. Ce bateau, c'est un bateau de sauvetage en mer donc, qui est affrété par l'association SOS Méditerranée et puis qui est opéré en partenariat avec Médecins sans frontières. SOS Méditerranée et MSF viennent d'achever ce qu'on appelle une rotation. Qu'est-ce qu'une rotation? Combien de temps ça dure à peu près? Donc nous, notre port où on est basé, c'est en Sicile, donc à Catane. On part en général pour 3 semaines en mer. Donc c'est ce qu'on appelle une rotation. On va patrouiller dans les eaux internationales au large de la Libye et on va tout simplement essayer de repérer des embarcations en détresse qui ont besoin d'assistance. Pour cela, on patrouille pendant les 3 semaines et dès qu'il y a des embarcations en détresse, on contacte les autorités italiennes qui sont en charge de coordonner les sauvetages. Justement, comment s'est passée cette rotation? Y a-t-il eu des sauvetages, des migrants à bord de ce bateau? Oui, alors, les départs, ils dépendent souvent de la météo. La météo n'était pas excellente d'un point de vue général. Au début de notre rotation, ça nous a laissé le temps aussi de nous entraîner et de nous préparer. Parce que quand le sauvetage arrive, il faut être précis, il faut être rapide et puis prêt à intervenir s'il y a des complications. On a eu une première opération au début de la rotation, c'était un transfert. Donc en fait, c'était des personnes qui avaient été au préalable récupérées en mer par un navire de l'armée italienne. Et donc nous, on les a récupérés à bord pour prendre soin d'eux et puis pour les accompagner jusqu'à un port sûr en Italie. Je crois qu'il y a eu aussi je sais qu'il y a eu aussi une naissance à bord de ce bateau. C'est la combien naissance? Est-ce que c'est un événement particulier par rapport aux objectifs de SOS Méditerranée et de MSF, une naissance à bord de l'Aquarius? Bien sûr, donc il y avait 69 personnes à bord, il y avait un certain nombre de femmes et aussi des femmes enceintes qui étaient enceintes de plus de 8 mois. Donc une d'entre elles a déclenché des contractions et puis était en travail assez rapidement après le sauvetage. Pour nous, c'est toujours quelque chose de particulier. On est préparé à toutes les éventualités. On a une équipe médicale formée pour ça et prête pour accompagner des femmes qui accouchent. C'est toujours particulier. Et puis, voilà, se retrouver dans les eaux internationales et d'accompagner une dame qui donne naissance à un enfant, c'est toujours un moment assez incroyable. C'était la 6e naissance à bord de l'Aquarius. Ça nous prouve aussi à quel point MSF est engagé dans ce contexte et déploie tous les moyens pour porter assistance à ces personnes en détresse. Alors sur le deuxième sauvetage, vous avez dit qu'il y avait 158 personnes qui avaient été secourues. Est-ce que c'était un sauvetage difficile et quels sont les premiers problèmes que vous rencontrez sur les migrants quand ils sont à bord des frêles embarcations qui tentent de traverser la Méditerranée? Donc les moments de sauvetage sont toujours un peu délicats parce qu'en fait n'importe quel bateau malheureusement qui quitte les côtes libyennes est considéré comme un bateau en détresse parce que c'est des bateaux qui ne sont pas faits du tout pour accompagner autant de personnes. Donc 158 personnes, c'était un petit bateau en plastique, quoi. Donc c'est des bateaux qui sont de toute manière en détresse et il ne faut pas perdre de temps. Le sol de ce bateau qui est en bois était endommagé et on pouvait voir que le bateau était instable. Donc il fallait intervenir rapidement. Il s'agissait d'identifier s'il y avait des cas médicaux. Donc nous on a des équipes médicales qui vont immédiatement questionner les personnes, essayer d'identifier s'il y a des urgences médicales et puis ensuite qui désembarquent en premier les femmes et les enfants. Donc c'est ce qui s'est passé et finalement le sauvetage s'est relativement bien passé. Ces migrants, quand ils arrivent à bord, est-ce qu'ils racontent leurs histoires et si oui, quelles sont leurs histoires? D'abord, c'est des gens qui sont globalement traumatisés. Et d'ailleurs, pour
l'anecdote et pour illustrer, c'est qu'ils sont traumatisés de leur expérience en Libye, de leur parcours, et puis aussi sont traumatisés à l'idée d'être renvoyés en Libye. C'est une tendance, et puis c'est quelque chose qui se passe de plus en plus avec l'Union européenne, qui met tous ses efforts, jusqu'à donner des millions à la Libye pour former, équiper les gardes-côtes libyens et les gardes-côtes libyens pour qu'ils puissent intercepter ces gens en mer. Donc c'est des gens parfois qui ont tenté la traversée 5-6 fois et qui sont terrifiés à l'idée de retourner en Libye. Donc on aborde des gens terrifiés. Donc c'est la première approche, donc c'est gagner la confiance et leur expliquer qui on est et quels sont nos intérêts avec bienveillance. Et ça prend un petit peu de temps. Donc pour ce sauvetage de 158 personnes, en fait c'était presque on les a poursuivis presque parce qu'ils croyaient qu'on était des Libyens. Donc ils ont essayé de changer leur trajectoire et d'éviter de se faire intercepter. Ils nous ont raconté même par la suite qu'ils s'étaient tous mis d'accord ensemble, ils avaient discuté et ils s'étaient dit bon, c'est des Libyens, on va retourner, il est hors de question qu'on retourne, on va détruire nous-mêmes le bateau et en gros on préfère mourir ici et tous ensemble on va détruire notre bateau, tomber à la mer. La plupart ne savent pas nager, la plupart n'ont pas de gilet de sauvetage, et dire voilà, collectivement on se suicide parce que c'est le moins pire finalement. Donc une fois qu'on les accompagne à bord, on leur laisse le temps voilà, de se remettre de ce qu'ils viennent de vivre. Et puis souvent, après une nuit à bord, ils se livrent à nous et puis on a des équipes qui sont là pour les écouter et pour identifier aussi les personnes les plus vulnérables et les plus en besoin de soins immédiats, quoi. Alors qu'est-ce qu'ils racontent sur leur passage en Libye? On a entendu le mot à l'instant torture, aussi peur des gardes-côtes libyens. Pourquoi ces peurs? Qu'est-ce qu'ils subissent en Libye? Et peut-être, je vais ajouter tout de suite, est-ce qu'il n'y a qu'en Libye où ils subissent des tortures? Non, déjà, il y a plein de raisons qui les poussent à prendre la route. Certains fuient la guerre, certains fuient les conflits, certains fuient une instabilité économique, certains ont des problèmes familiaux chacun a ses raisons pour fuir et puis ils tombent très rapidement dans des réseaux en fait de passeurs et ils se font donc en Libye, mais aussi on voit des nouvelles routes et des chemins qui se développent en Algérie, en Tunisie, où voilà, ils tombent dans des réseaux de passeurs qui les maltraitent. Donc c'est pas MSF qui dit ça, mais il y a beaucoup de rapports qui sortent et qui racontent un peu le parcours de ces gens à travers ces pays. Il y a de la torture, il y a des gens beaucoup sont détenus de manière arbitraire pendant des mois, voire des années. Beaucoup de mineurs aussi. Là, il y a quelques semaines, à Beni Walid, en Libye, il y a des personnes qui ont réussi à s'évader d'un lieu où ils étaient détenus pour plusieurs mois. Il y avait beaucoup de mineurs et ils ont raconté l'horreur qu'ils ont vécue. Donc, de la torture, mais on entend des histoires qui sont presque inimaginables. Malheureusement, dans cette crise, on parle beaucoup de chiffres, on parle des chiffres qui augmentent, des chiffres qui diminuent. Et nous, ici, en mer, on voit des individus qui nous racontent malheureusement souvent les mêmes histoires, des histoires terrifiantes, et qui impliquent aussi leur famille chez eux, parce que c'est souvent des familles qui sont appelées, qui on montre des images, des vidéos pour les extorter et leur demander de l'argent, des rançons. Donc c'est des gens qui sortent d'une période assez épouvantable. Et pourtant, aujourd'hui, les ONG sont accusées presque de favoriser le passage de ces migrants par la mer Méditerranée. Comment vous voyez la chose? Que répond, entre guillemets, Médecins sans frontières? Vous savez, nous, Médecins sans frontières, on se concentre sur le besoin humanitaire. Ces considérations politiques visent à discréditer nos actions. Après l'arrêt de l'opération Mare Nostrum, les gens n'ont pas interrompu les départs. Il y a toujours des gens qui ont tenté à traverser. C'est face à un constat
quand on a déployé notre bateau et nos opérations. Et je pense que c'est avoir une vision très simpliste de la chose que de considérer que on pousse les gens à prendre la fuite. Souvent les gens nous racontent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de tenter la traversée avec les risques qu'ils connaissent. Mais c'est des risques qu'ils prennent pas à la légère non plus, mais qu'ils prennent parce que c'est l'espoir qu'ils entrevoient. Bon, nous, ça ne nous empêche pas de faire notre travail et de considérer les besoins, et tant qu'il y aura des besoins et des personnes qui se noieront en mer Méditerranée, le plus possible, on mettra tout en œuvre pour intervenir et leur rendre assistance. Et pourtant, j'ai entendu dire qu'il y avait des pressions exercées sur les ONG pour qu'elles essaient d'arrêter, ou pour qu'elles arrêtent plus exactement, de patrouiller en mer Méditerranée. Quelles sont ces pressions? Comment se manifestent-elles? Oui, il y a des pressions, il y a énormément de pressions. Et d'abord, il faut considérer que les ONG ne sont pas celles qui réalisent tous les sauvetages, mais une partie des sauvetages, c'est le devoir de tout bateau en mer de porter assistance à des personnes qui sont en détresse. C'est les lois internationales maritimes. Donc, c'est une première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que l'Italie essaye, avec l'Union européenne, essaye de pousser le plus possible de renvoyer les gens en Libye. Et donc c'est une stratégie de dissuasion, de confinement, loin des yeux, on ne s'en rend pas compte, la souffrance est hors de vue, donc ça nous va bien. Une fois encore, on regarde les chiffres et on rassure tout le monde en disant que les migrants ne viennent plus. Effectivement, les chiffres sont moindres cette année, et c'est très très important la réduction du nombre de personnes qui vient aujourd'hui en Italie. Mais c'est à quel prix? C'est-à-dire que donc aujourd'hui l'Italie, avec l'Union européenne, donne la priorité aux gardes-côtes libyens. Donc dans les eaux internationales. Donc dans les eaux internationales, il y a des bateaux en détresse et l'Italie, à tous les coups, va demander aux Libyens d'intervenir et de venir récupérer les gens en mer. Donc ça nous mène à des situations confuses où la coordination n'est pas claire. Donc, nous, on travaille toujours sous la coordination des Italiens. Il n'y a pas de centre de coordination en Libye. Et donc le centre de coordination en Italie refuse de prendre ses responsabilités et nous met en stand-by. Il nous demande de patienter le temps que les Libyens prennent la responsabilité du cas. Donc on se retrouve avec des délais dans l'intervention quand on sait que les minutes comptent, et on se retrouve avec des gens qui sont en plus grande encore difficulté et qui sont prêts à tout pour éviter de retourner en Libye. Donc c'est la première chose, le fait qu'on donne la priorité aux Libyens pour intercepter les gens et les ramener en Libye. Donc ça, c'est pas du tout conforme aux lois internationales maritimes, parce qu'un sauvetage s'achève dans un port en sécurité. Et la Libye n'est absolument pas considérée comme un port en sécurité, un port sécure. Et il y a une autre tendance qu'on remarque en ce moment, c'est que donc on est très peu d'ONG en mer Méditerranée en ce moment, et les besoins sont assez importants. Et en fait, nous, on est très régulièrement maintenant renvoyés en Italie pour désembarquer les personnes qu'on a secourues en dessous, bien en dessous de nos capacités. C'est-à-dire qu'on est capable, avec ce bateau, de secourir jusqu'à 550 personnes, de les avoir à bord, de les nourrir, etc., de les accommoder de manière relativement confortable pendant plusieurs jours. Et en fait, maintenant, aussitôt que nous avons des personnes à bord, 60, 70, les autorités italiennes nous demandent de revenir en Italie pour désembarquer les personnes, ce qui nous éloigne des zones de recherche et de sauvetage pendant plus de 72 heures. Donc on tourne le dos à des gens en détresse. Alors, en gros, on demande aux ONG maintenant de tourner le dos à des personnes en détresse quand on sait que les besoins sont immenses. On l'a vu ce week-end. Le week-end dernier, il y a plus de 48 personnes et de nombreux disparus qui ont péri en mer Méditerranée. Voilà, il y a des besoins pour des bateaux, il y a des besoins pour porter secours à des personnes en détresse en mer Méditerranée aujourd'hui.
Et je crois qu'aussi il y a eu un problème avec un certain nombre d'ONG qui ont vu leurs bateaux séquestrés. Est-ce que c'est déjà arrivé à l'Aquarius? Et pourquoi ces bateaux ont-ils été séquestrés? Bon, effectivement, on observe, c'est une tendance générale, c'est criminaliser, c'est une criminalisation un petit peu des ONG en disant qu'ils sont affiliés à des réseaux de passeurs. C'est des choses qu'on entend régulièrement, tout comme on encourage les gens à quitter les côtes. C'est comme si on était affilié à des réseaux de passeurs et qu'on était à un taxi. Donc c'est le genre de choses qu'on nous voit, qu'on se voit reprocher. Effectivement, il y a eu plusieurs ONG qui ont été, dont les bateaux ont été saisis. C'est malheureux, mais c'est parce que c'est souvent des procédures qui durent. Et du coup, pendant ce temps-là, ces bateaux-là ne peuvent pas intervenir en mer. C'est pas quelque chose qui nous inquiète parce qu'on travaille toujours en, 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 en accord avec les lois internationales. Donc on n'a aucune raison de s'inquiéter après. Est-ce que MSF et SOS Méditerranée vont continuer à patrouiller en mer de Libye, enfin au large de la Libye? Oui, on va continuer à patrouiller, on va continuer à témoigner de ce qu'on observe dans les eaux internationales. C'est aussi notre devoir, sauver des vies, mais aussi amener ces personnes secourues dans des lieux sûrs, et puis témoigner de ce qu'on observe et des politiques européennes qui, aujourd'hui, mettent en avant la protection des frontières avant la sécurité des personnes en détresse. Merci beaucoup, Alice. Ouais.